Aujourd'hui, les magazines de mode font l'éloge du mauvais goût. Depuis la démocratisation et surtout l'omniprésence des vêtements sur les réseaux, l'élégance semble ringarde. Et pourquoi pas? La mode mérite mieux qu'être de bon ton. Elle explore l'avenir en se rappelant le passé, au-delà du si souvent moqué retour des tendances. Frivolité égale futilité? Avec Boubou Ogissi, créatrice de la marque I Am Missy Go, qu'inspirent les traditions et les rites du continent africain, Laurent de Sutter, philosophe et professeur de la théorie du droit à l'Université libre de Bruxelles, dont les œuvres sont multiples, et Valérie Steele, autrice, conservatrice et directrice du Fashion Institute of Technology à New York. 3 visions pour un monde meilleur. La citation qui me viendrait à l'esprit, peut-être plus facilement, c'est une citation d'une banalité stupéfiante, vraiment la citation des dissertations, quoi, qui est cette phrase de Buffon. Vous savez, le style, c'est l'homme même. C'est une phrase qui, de ce point de vue-là, est à la fois magnifique, très vraie, et en même temps qui reste un défi, parce que ça demeure quelque chose qui nous fait profondément peur, qui nous effraie beaucoup. L'idée que nous ne pourrions être effectivement que des surfaces et que des apparences, et qu'au fond de nous-mêmes, il n'y a pas de fond en réalité. La seule citation que je prendrais, celle qui me paraît toujours être la meilleure, c'est, disons, « Le corps est l'ultime canevas ». C'est aussi le premier mode d'expression que nous avons en tant qu'être humain. C'est ma citation, c'est de moi. C'est ma citation que je donne au monde, pour évoluer et s'en inspirer. J'avais une carte de visite avec une petite image du 19e siècle où 2 harpies tiraient sur le lacet d'un corset. En dessous, il y avait « À la mode, à la mort », écrit en français. C'est ce qui me vient à l'esprit quand vous me demandez une citation sur la mode. What do I see? It's a really cool picture. I see a very futuristic outfit. C'est vraiment une image sympa. Je vois un vêtement très futuriste. L'arrière-plan et le paysage sont vraiment sympas. J'aime les couleurs et l'ensemble en général. Tout ce que je vois, c'est que les éléments que porte le mannequin ont l'air plutôt jolis. Vraiment, surtout les chaussures. Et vraiment pratique avec de nombreuses poches. Je vois beaucoup de poches. Mais il y a aussi des éléments réversibles ou doubles. C'est ce que j'aime dans les matières ou les vêtements. Que l'on puisse les retourner, qu'on puisse utiliser l'autre côté, je suppose, pour le porter différemment. Je crois que l'élégance, c'est quand on peut arranger sur soi différentes sortes de matériaux pour se donner une certaine forme de majesté. La question des ornements est un élément essentiel dans l'élégance ou la majesté en Afrique, parce que l'idée de s'accessoiriser ou de s'ornementer est un processus ritualisé. L'idée de placer des éléments sur son corps est vraiment vue comme une forme d'élégance. Ce sont des vêtements qui appartiennent à une culture qui est une culture qui n'a pas peur de la poussière, qui n'a pas peur de la rue, qui n'a pas peur de la saleté, du moins en apparence. Voilà. Cette photo-ci le représente bien. Il n'y a pas plus luxueux aujourd'hui que la banalité. Je n'ai jamais pu, de ma vie, porter une paire de baskets. C'est quelque chose qui m'est absolument impossible. Et je n'ai jamais pu porter non plus de survêtements. C'est aussi quelque chose qui m'est totalement impossible. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai un rejet personnel pour moi, en tout cas, effectivement, de ce genre de choses. Peut-être précisément parce que je viens de ce monde du salon et de la grande bourgeoisie qui a l'habitude d'autres codes que les codes de la rue et qui a peut-être d'autres divertissements, disons, pour se faire peur.
Un vêtement n'a pas de raison d'être par lui-même. C'est le contexte qui fait tout. Si tel vêtement est créé par tel designer, ça peut signifier autre chose que si c'est tel autre designer. On peut voir que c'est un vêtement informel. Disons, porté par un homme avec une barbe, beaucoup de tatouages, des lunettes de soleil. Il y a quelque chose de non conventionnel dans cet ensemble. Le plus intéressant dans ces vêtements, c'est la sorte de chaussure d'un vert jaune brillant qu'il porte aux pieds. Le reste semble être une veste, un haut et un pantalon ordinaire. C'est une apparence assez anonyme. On peut voir l'habillement comme un phénomène universel, une part de la culture au sens anthropologique, quelque chose que nous faisons. Dans toutes les cultures, les gens s'habillent d'une façon ou d'une autre. Mais on peut aussi voir l'habillement ou la mode comme une forme d'art, un élément culturel de haut niveau qui touche à l'universel. Ça peut être les deux. La mode communique, mais c'est aussi un objet esthétique. Alors, pop philosophie, c'est un concept qui est très intéressant, qui a été conçu dans les années 1970 par le philosophe français Gilles Deleuze, et qui a utilisé ce concept comme une espèce de moyen de déplacer la philosophie. Il était fasciné par les intensités de la télévision, des concerts pop, et il disait cette intensité-là, d'une certaine manière, il faut qu'elle passe. Et c'est vrai que regarder la mode avec un œil pop philosophique, ça nous met sur la piste possible d'une autre idée de ce que nous sommes, mais ça ouvre aussi à une réconciliation avec les pouvoirs propres aux vêtements, avec les pouvoirs propres au mouvement de la mode, avec les pouvoirs propres à l'idée même de mode et de modalité, qui est au cœur, au fond, de l'idée de mode, et de qu'est-ce que ça signifie vivre dans un univers où ce n'est plus tellement les catégories de vérité, de beauté, d'être, d'essence qui comptent, mais en effet les catégories de transformation, d'expérimentation, d'exploration. À la fin des années 80, 6 créateurs que l'on appelle les 6 d'Anvers propulsent la Belgique au centre de la mode internationale. En 2022, plusieurs stars parisiennes de la Fashion Week sont diplômées de la célèbre école de la Cambre à Bruxelles, fondée en 1927. La définition de l'élégance varie en fonction du temps et du lieu. Par exemple, si l'on pense au corset, à partir du XVIe siècle, quand la corsetterie s'est développée, c'était associé à l'aristocratie, à l'idée de former le corps. Car le corps des aristocrates devait être droit, non déformé ou courbé par le travail. Il devait être élégant et délicat. Bien sûr, le corset était conçu pour renforcer le corps, pour qu'un enfant faible grandisse avec un corps droit. Comme on pensait que le corps de la femme était par nature plus faible que celui de l'homme, les femmes en avaient besoin, même après leur croissance, là où les hommes cessaient de porter leur petit corset dès qu'ils atteignaient l'âge de 7 ans. J'ai lancé ma marque en 2009. Elle a évolué après ma venue à Paris. Je suis allée dans une école de design, puis je suis retournée au Nigeria. L'idée générale était de commencer un processus de recherche, un processus expérimental tout au long de ma vie, où j'irais dans différents pays pour comprendre les divers caractères matériels, comprendre les personnes qui vivent dans ces différents espaces, comprendre comment leur personnalité influe sur leur façon de s'habiller, le choix des coloris, des matières et comment celles-ci sont créées. Ayant l'avantage ou le privilège d'avoir vécu dans des villes nombreuses et variées, ça m'a permis aussi de libérer ma pensée et de comprendre dans ces différents lieux comment cela fonctionne visuellement et de manière vivante, et comment ces différents éléments touchent aussi leur esprit. À travers nos jugements de goût, il y a une histoire qui fait que quelque part nous sommes les perroquets de force qui nous dépassent. Et au moment où le vocabulaire du goût naît,
dans l'Italie du XVe, XVIe siècle, il naît comme une espèce de dérivé bizarre, problématique, étymologiquement problématique, du mot jugement, du mot giudizio. Comme si la question du goût était une question qui ne pouvait fonctionner que dans le cadre de l'idée du jugement et comme une transformation de l'idée du jugement. Et on en ressent la nécessité à cette époque-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sent progressivement glisser un ancien régime du jugement, qui était le régime, au fond, des vérités objectives. Une peinture doit fonctionner comme ça, le modèle doit se tenir comme ceci, les proportions doivent être ça. Une espèce de critères, de règles dont on pouvait mesurer le succès ou l'échec, en direction d'autres choses dans lesquelles les sujets, les individus, ont la capacité d'exprimer des lois qui ne sont plus des lois objectives, mais des lois qui leur sont propres. C'est eux, d'une certaine manière, qui se mettent à faire les lois. Les journalistes de mode parlent de goût depuis bien longtemps. C'est vraiment dans les années 60 que la rédactrice en chef du Vogue américain, Diana Vreeland, a dit « Le mauvais goût vaut mieux que l'absence de goût ». Ce changement est arrivé dans les années 60 parce qu'il y a eu une collision intéressante entre le goût populaire et le goût élitiste, ce qu'on pourrait appeler le goût de l'ancienne classe dirigeante et le goût des masses. On le voit aussi en art, avec le succès du pop art, qui prenait des choses comme l'imagerie des comics ou bien l'image des stars du cinéma hollywoodien, transformées en tableaux par des artistes comme Andy Warhol. Puis vous avez des couturiers comme Jean-Paul Gaultier dans les années 80, qui promeut délibérément le mauvais goût, c'est-à-dire le goût populaire des classes moyennes inférieures, comme moyen de transgresser la règle traditionnelle qui associe la haute couture au goût de l'élite. Le bon goût, c'est le mien. Je pense que chacun pense ça pour lui-même. Chacun a son propre goût qui va aussi varier. Mon goût peut être différent de celui d'un autre. Tout le monde est hyper formaté à comprendre son propre goût en fonction de la façon dont son mode de vie a évolué depuis sa naissance. Pour moi, mon goût va être le bon, pour d'autres, il semblera absurde. Je pense que c'est le problème qui se pose au monde aujourd'hui. Si nous étions assez malins pour s'accorder sur le fait d'être en désaccord, je pense que le monde irait bien mieux. Mais sinon, mon goût, c'est le bon goût. Le gars qui, quand on sort de la salle de cinéma, se tourne vers vous et vous pose immédiatement cette question qui a envie d'envoyer une paire de baffes, quoi. Alors, t'as aimé? Arrête, c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je viens de voir? Et qu'est-ce que je peux faire avec ce que je viens de voir? Et c'est la même chose dans le domaine, évidemment, dans le domaine de la mode. La question n'est pas tellement de savoir si ça me plaît ou si ça me plaît pas, mais c'est qu'est-ce que ça me dit de, par exemple, de ce qu'on peut faire avec un corps. Qu'est-ce que ça me dit de la manière dont un corps peut ou ne peut pas évoluer dans un espace? Ce sont toutes des questions qui sont des questions liées à la possibilité, liées à la capacité. Mais ces questions-là sont des questions que le jugement de goût laisse complètement de côté, écrase d'une certaine manière et rend impossible à considérer parce que au moment où le jugement est tombé, toute l'activité de pensée, si vous voulez, s'arrête. Alors que on pourrait faire le pari, c'est un pari que moi j'ai envie de faire, que c'est le moment où tout devrait commencer. Il y a sûrement encore des gens dans l'univers de la mode qui font la promotion de l'idée de bon goût. Ils le présentent différemment en mettant en avant un style classique ou un style intemporel. Ce sont des mots conceptuels qui font naître l'idée d'un goût venu du passé, de ces parties du passé qui ont été les plus admirées. Ça peut être la Grèce antique ou l'Ancien Régime, un goût qui est associé à celui des élites. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le goût pour une forme de vulgarité, le goût du clinquant, a été associé à l'idée de nouveaux riches, pas à l'argent d'hier, celui d'aujourd'hui. Je crois que chaque vêtement que je crée raconte l'histoire du passé ou du présent, ou de ce qui va arriver via le passé. Il est question d'identifier ou de permettre aux gens de prendre conscience de différentes histoires qui ont lieu dans le passé.
Il faut trouver l'idée ou l'identité pour raconter cette histoire au moyen du tissu. Écrire un livre d'histoire que les gens vont lire, c'est une chose. Mais raconter une histoire à travers le vêtement et le tissu, c'est autre chose. Il y a un langage de la matérialité qui passe par ce respect. Quand on fait revivre d'anciens récits, des savoirs et des histoires qui ont émaillé notre histoire. Je pense qu'utiliser des tissus et des savoir-faire est pour moi une façon de raconter à nouveau ces histoires, de remettre en mémoire notre histoire et aussi de montrer comment évolue ce récit de nos jours. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes mettent un point d'honneur à rester élégantes. Elles font de la mode un acte de résistance. L'occupant nazi impose des restrictions de tissus et aussitôt, les ourlets remontent et on recycle avant l'heure. Les tissus d'ameublement, les rideaux, servent à fabriquer des tailleurs, des manteaux et des turbans pour tenir les cheveux. Réquisitionnée pour les parachutes, la soie devient introuvable. Et alors ? Elles teignent leurs jambes avec du thé, puis dessinent un trait à l'arrière du mollet pour que l'illusion soit parfaite. Les semelles compensées en bois font leur apparition pour pallier le manque de cuir. En 1971, la collection d'Yves Saint Laurent Libération s'en inspirera. Attaquée par la presse de l'époque pour son mauvais goût, elle est devenue au fil du temps iconique. La mode aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des infinités de modes qui se ramifient, se structurent, se développent, s'enveloppent de mille et une manières impossibles à cartographier. Le vêtement permet d'instabiliser, de participer en effet à un mouvement qui est un mouvement de sortie, au fond, de l'identité que l'on souhaiterait vous assigner, soit la rébellion adolescente qui refuse bien évidemment les tenues de papa et maman, mais aussi des formes qui sont beaucoup plus radicales, beaucoup plus exploratoires. Nous sommes aujourd'hui dans une situation étrange où le monde est très divers, très cosmopolite, très globalisé. On devrait donc avoir toutes sortes de grandes idées créatives des différents peuples du monde. Or, à travers la technologie, il y a un certain effet d'homogénéisation qui rend la mode d'aujourd'hui peut-être moins créative qu'elle ne devrait ou pourrait l'être. De la même façon, certains des grands groupes, que ce soit les sociétés de luxe ou celles de la fast fashion, uniformisent la mode au lieu de souligner la diversité des approches créatives. C'est un véritable casse-tête qui est posé aux meilleurs designers et créateurs dans le monde de la mode, à mon avis. Comment peut-on remettre une touche d'individualité, de style personnalisé dans la mode ? On sait que c'est important pour les gens, mais ils ont de plus en plus de mal à le trouver. Le plastique m'obsède, tout comme le gros problème qu'il est devenu pour nous en tant que personnes. C'est nous qui avons créé cette difficulté. Donc j'utilise le corps pour tenter d'enrayer le problème que cela pose à tout l'écosystème. C'est une juxtaposition vraiment folle. Mais je pense que c'est la solution à ce qui se présente à nous. Utiliser le corps comme lieu pour préserver le plastique ou tout ce que l'on considère aujourd'hui comme du plastique. Utiliser nos corps, nos mains et nos espaces plutôt que de tout déverser dans une décharge sans fin. C'est ce que je fais dans mon travail, en utilisant du plastique recyclé dans nos créations, en injectant cela dans nos tissages, dans nos espaces de création, dans nos visuels et dans nos films. La Fashion Week de Lagos est le plus important rendez-vous mode du continent africain. L'Afrique représente 1% du marché mondial de la mode. Le marché subsaharien pèse 31 milliards de dollars, principalement répartis entre l'Afrique du Sud avec 14,4 milliards et le Nigeria avec 4,7 milliards. Le mouvement que l'on observe aujourd'hui autour des créateurs venus d'Afrique, je pense qu'il doit être observé, il doit être analysé en parallèle avec d'autres épisodes qui ont pu avoir lieu avant. On pense, je ne sais pas, dans les années 1980, les designers japonais, par exemple,
Il y a fort à parier qu'il y aura toute une série de choses qui vont venir de Chine aussi dans les décennies à venir. Pour se ressourcer, il faut un dehors, mais un dehors qui soit domestiqué, domesticable. La question du dehors, du dehors depuis un lieu qui est un lieu de pouvoir, et des compagnies installées dans les métropoles occidentales qui continuent à décider du là. La mode étant un vampirisme, la question de d'où viennent les gens est une question qui restera toujours une question au fond, relativement secondaire par rapport à qu'est-ce que l'industrie de la mode, les créateurs de la mode peuvent fabriquer avec ce qu'ils vont trouver ou ce qu'on peut leur proposer venu de l'étranger. Je pense que le côté positif de la mondialisation, c'est que l'on considère davantage un goût cosmopolite. Que plus les gens se familiarisent aux autres cultures, plus ils en apprennent sur elles, plus ils sauront apprécier de nouveaux styles, de nouveaux standards de goût. Cela peut contribuer à créer un goût qui sera plus recherché, plus sophistiqué, plus cosmopolite. Par exemple, la longue relation entre les cultures japonaises et françaises a engendré un goût dont le style est plus raffiné, plus élégant et distingué. Je suis optimiste quant à la possibilité de voir émerger un nouveau goût cosmopolite qui irait puiser les meilleurs aspects des goûts de chaque culture et au croisement des cultures. Le concept de l'esthétique doit évoluer, ce qui peut se faire à travers un mélange d'idéologies multiculturelles et à travers la façon dont ça affecte les gens, mais aussi la façon dont différentes personnes s'emparent de ces idées et évoluent, créent quelque chose de magique avec cette idée. Pour qu'on porte ça sur la scène internationale, je pense qu'il faut une nouvelle appréhension de la façon dont les choses se font en tenant compte d'un processus rituel, ce qui ralentit le mouvement. Les choses vite faites peuvent être jetées et gaspillées. On doit pouvoir réduire l'idée de surconsommation. L'idée d'utiliser ses mains pour entrer dans ce processus sacré de la création, ce n'est pas de la surproduction, de la surconsommation ou du capitalisme débridé. Traditionnellement, l'art du vêtement est vu comme une forme sacrée de créativité, mais aussi une forme créative d'expression. Quand les gens prennent le temps de comprendre que tel vêtement a pris longtemps à naître, ils savent qu'ils doivent le préserver correctement sans l'exposer. Le marché du vêtement d'occasion va connaître une croissance mondiale de 127% d'ici 2026. Aux États-Unis, il devrait passer de 35 milliards de dollars en 2021 à 82 milliards en 2026, dont 50% proviendront de la vente en ligne. La relation des jeunes à la mode et l'espèce de paradoxe que certains pointent entre leur relation à la fashion à bon marché et puis leurs engagements écologiques, je pense que c'est un paradoxe que dans l'œil de ceux qui le dénoncent. Ça me fait hurler de rire, moi, ces espèces de pinaillage comme ça sur oui, mais vous dites ceci, mais en fait, vous n'êtes pas tout à fait... Arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un gamin, il n'a pas de thune. Point à la ligne. Et donc, il se débrouille comme il peut, ou comme elle peut, avec ce qui est disponible. De la fripe, effectivement, de la fast fashion, peu importe. Là, en plus, on voit très bien d'où vient le boomerang, c'est-à-dire, sous prétexte de critiquer l'incohérence des jeunes, ce que l'on veut véritablement critiquer, c'est leur engagement. C'est en tapant sur ce qui paraît une imperfection. S'ils sont imparfaits, comment leur engagement pourrait-il être parfait? Donc, c'est que leur engagement est imparfait, donc on ne doit pas en tenir compte. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment une manœuvre un peu salope. Et donc, que moi, je n'ai pas envie de soutenir, quoi. On voit de plus en plus de gens qui comprennent que la surproduction, le gaspillage de la surproduction de la fast fashion, sont des choses qui ne peuvent pas continuer. Sortir de tout cela va être compliqué.
Les gens peuvent-ils vraiment acheter un seul vêtement bien fabriqué et le garder plus longtemps? Peuvent-ils faire leurs propres vêtements? Peuvent-ils acheter localement à un designer qui travaille dans leur ville? C'est difficile de transformer un système fondé sur la production de masse en système qui pourrait être écologique, qui pourrait aider à soutenir la terre au lieu de la détruire. The new age of African design, I think it's something that has to do with. Pour moi, la nouvelle ère du design africain a quelque chose à voir avec la compréhension de l'acte réel de conception, issu et installé sur le continent africain, et absorbant ces idées perçues localement en matière d'architecture, d'espace, absorbant des éléments comme les maisons en raffia, en terre cuite, les vêtements en raffia ou les vêtements tissés. Ça ne concerne pas que le continent africain, ça concerne le monde entier. Je pense que chacun a son ou ses temps forts. L'Orient a eu ses temps forts, l'Occident a eu ses temps forts. Je pense que l'Afrique a son temps fort, là, maintenant. Je pense que les couleurs aussi sont très importantes dans l'appréhension de son propre esprit, mais aussi pour les autres. Les couleurs que l'on porte sur son corps en différents endroits peuvent déclencher des éléments de grâce ou de bonheur, des émotions. À d'autres endroits, ce serait perçu différemment. Les couleurs provoqueraient autre chose. 2042. Sobriété énergétique l'hiver, canicule l'été, l'industrie de la mode a relancé la chapellerie. La vente des bonnets et chapeaux de paille explose. Le reste est accessoire. Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. On achète ou on vend les habits?